I think it's probably too soon to tell and too soon to say. But obviously pretty gutted about the decision. We thought it was going to go our way. Je me souviens de ce moment comme s'il s'était produit il y a moins d'1 minute, la notification qui s'est affichée sur mon écran, la rumeur qui en quelques secondes s'est muée en une annonce officielle de Buckingham Palace. La décision de revoir une fois de plus les titres, de redéfinir des lignes inchangées depuis des années, ne semblait pas être un acte isolé, mais l'aboutissement d'un conflit latent. Ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas le message lui-même, mais la rapidité de la réaction du prince Harry. Il est parti presque aussitôt, comme s'il pressentait qu'il ne s'agissait pas d'une simple tempête, mais d'un tournant qui pourrait définir définitivement sa place au sein de la monarchie. En analysant les images en provenance de Nottingham, j'ai vu un homme non pas fuir, mais se précipiter, quelqu'un qui avait compris que le temps, aussi symbolique soit-il, ne jouait plus en sa faveur. Cette urgence me fascinait. Non pas parce qu'elle était inattendue, mais parce qu'elle s'inscrivait parfaitement dans la continuité des dernières années. J'avais toujours constaté la montée progressive de la pression sur Harry, d'une aliénation manifeste à des changements subtils mais palpables dans son attitude, son langage et ses attentes. Cette nouvelle escalade semblait être la suite logique d'une série de décisions où la monarchie laissait de moins en moins de place à la déviation au doute et à la complexité émotionnelle. La possibilité que les titres, symboles qui l'accompagnaient depuis sa naissance, disparaissent, touchait à quelque chose de plus profond que le simple statut. Elle touchait à l'identité, à l'histoire et à la question de savoir qui il pouvait encore être dans un monde qui simultanément l'attirait et le repoussait. Ce qui m'intrigue le plus, c'est la rapidité avec laquelle le calme apparent de la famille royale a pu se briser au moindre faux pas. La tension jusque-là contenue par les protocoles et les déclarations officielles a jailli à tous les niveaux en une fraction de seconde. J'ai alors compris que même les institutions les plus anciennes ne sont pas à l'abri de l'erreur humaine des peurs et des considérations stratégiques. La décision de Harry de rentrer précipitamment au Royaume-Uni semblait motivée non par l'impulsion, mais par la conscience que sans sa présence physique, il risquait d'être complètement exclu des discussions. Dans une famille où le silence était souvent une arme, sa présence apparaissait comme une tentative désespérée d'éviter la marginalisation. Pourtant, je n'arrêtais pas de me demander que signifie le fait pour quelqu'un qui a toujours grandi à l'abri des traditions et du protocole de devoir soudainement se battre pour son droit d'exister au sein de cette même structure. La tension entre son histoire personnelle et la réalité institutionnelle est devenue criante. On pouvait presque sentir l'atmosphère symbolique autour du trône se dégrader, la chaleur cédant la place au calcul. Le changement au sein de la monarchie ne découlait pas du ressentiment mais d'une stratégie. Et dans cette stratégie, il semblait y avoir peu de place pour le récit d'Harry, son vécu émotionnel ou son désir de reconnaissance. En repensant à ces dernières années, j'ai réalisé que cette crise n'était pas apparue par hasard. Il ne s'agissait pas d'un conflit isolé, mais du résultat d'une série de choix, des interviews qui ont attiré l'attention du monde entier aux documentaires où la douleur, les frustrations et les reproches étaient partagés ouvertement. Chaque mesure prise par Harry, jugée nécessaire par lui, et Meghan pour se protéger semblait être interprétée par le palais comme une atteinte à la stabilité institutionnelle. Ainsi, les fissures se sont peu à peu transformées en ruptures et nous voici aujourd'hui à un moment où tout ce qui paraissait aller de soi est de nouveau remis en question. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que son retour ne s'est pas fait avec le cortège habituel, la structure formelle, ni la mise en scène royale qui accompagne traditionnellement de telles visites. L'image d'un homme seul, déterminé, presque traqué, révélait un courant sous-jacent difficile à ignorer. J'avais le sentiment qu'Harry voulait se prouver qu'il comptait encore, qu'on ne pouvait pas l'effacer complètement par des notes de service, des discussions internes ou des propositions élaborées à huis clos. Ces gestes racontaient une histoire bien plus profonde qu'une simple fuite. Il était question d'identité de survie et de la crainte que le récit le concernant soit écrit sans sa participation. Une question me taraudait pourtant, que se passe-t-il lorsqu'une institution fondée sur la stabilité considère soudainement un membre de sa propre famille comme une source d'instabilité? À cet instant, j'avais le sentiment qu'Harry ne luttait pas seulement contre des règles claires, mais contre un système en pleine mutation, où toute déviation était perçue comme une menace. Les discussions qui avaient précédé cette crise à Buckingham Palace, juridiques, organisationnelles, stratégiques, projetaient une ombre qu'il ne pouvait ignorer. Il ne revenait pas pour négocier, mais pour empêcher que des décisions soient prises sans son accord. Ce qui me frappe le plus, c'est à quel point ce conflit intérieur entre le désir de tracer sa propre voie et la prise de conscience que certains liens, aussi problématiques soient-ils, sont universels. Le retour précipité d'Harry au Royaume-Uni a démontré qu'un lien indéfectible avec son passé le pousse à réagir même lorsqu'il se sent physiquement et émotionnellement à des milliers de kilomètres. Son retour n'était pas un signe de faiblesse, mais une réaction instinctive pour se repositionner dans une partie d'échecs qui semblait s'accélérer.
Et puis la grande question qui plane sur tout demeure, et si ce retour ne résolvait rien mais marquait simplement le début d'un conflit encore plus profond? La monarchie change, les rapports de force se transforment, et Harry semble prendre conscience que le temps lui est compté pour redéfinir son rôle. Si ce n'est maintenant, alors quand? Et si ce moment né d'une simple réaction à une décision devenait finalement le tournant qui redéfinirait à jamais sa relation avec la couronne? Je ne cesse de penser au pouvoir du timing. Pourquoi maintenant? Pourquoi si tôt? Pourquoi de cette façon? Peut-être parce que certaines décisions ne peuvent plus être reportées. Peut-être parce que le silence qui l'entourait est devenu trop pesant pour être ignoré. Peut-être parce que le palais se préoccupe non seulement du présent mais aussi de l'héritage de demain. Mais jusqu'où une institution peut-elle aller avant que la personne qui la dirige ne craque? Et combien de tempêtes une personne peut-elle traverser avant de réaliser que revenir n'est pas toujours synonyme de retour aux sources? Je l'avais pressenti bien avant les annonces officielles, la monarchie n'était plus dans la même situation qu'il y a quelques années. Ce qui autrefois reposait sur le symbolisme, les traditions et le rythme d'une lignée héréditaire ressemblait de plus en plus à une organisation étroitement contrôlée, axée sur la stabilité, la continuité et surtout le contrôle. En suivant de près l'évolution de la situation, j'ai constaté un changement d'atmosphère à Buckingham Palace. Il ne s'agissait pas d'un séisme soudain, mais d'une série de petites secousses qui signalaient sans équivoque un bouleversement fondamental du pouvoir. Les événements décrits dans le scénario original, l'ascension discrète presque silencieuse du prince William comme figure dominante de la monarchie, étaient à mes yeux au cœur de ce changement. L'annonce publique de la maladie de Charles a marqué un tournant dramatique pour beaucoup, mais pour moi ce n'était que la confirmation d'un processus qui se déroulait en coulisses depuis des mois. Le style de leadership de Charles avait toujours été empreint de sensibilité, de compréhension et du désir de préserver l'unité de tous, et en particulier de ses fils. J'ai vu cette approche douce se heurter à une réalité politique et publique de plus en plus dure, rapide et pragmatique. William, quant à lui, a opté pour une position déterminée, mesurée et stratégique. Il semblait comprendre qu'une monarchie moderne ne pouvait plus se fonder sur la nostalgie, mais qu'elle devait fonctionner comme une institution mondiale, aux limites claires et aux messages unifiés. En étudiant l'évolution de la situation, j'ai constaté que le rôle de William se renforçait. Non pas par des déclarations fracassantes ou des apparitions publiques spectaculaires, mais par l'influence discrète qu'il exerçait en coulisses. On lui confiait de plus en plus de missions diplomatiques, il présidait des réunions importantes et les initiés le considérèrent de plus en plus comme le véritable pilier de la monarchie. Il semblait que la famille royale, restée fidèle à Charles pendant des années par respect et loyauté, se soit naturellement tournée vers celui qui incarnait l'avenir et non le passé. Ce qui m'a le plus frappé, c'est le caractère calculé de cette transition. Il n'y a eu ni lutte de pouvoir ouverte, ni confrontation dramatique. Guillaume a simplement comblé le vide laissé par Charles qui se concentrait sur sa santé. Il a pris le pouvoir sans que personne ne parle de régence, mais le résultat en avait assurément l'allure. C'est précisément ce qui rendait la situation si intrigante. Tout le monde savait ce qui se tramait, mais personne ne l'a dit ouvertement. Ce silence, cette sérénité naturelle, était peut-être le signe le plus éloquent du début d'une nouvelle ère. Dans cette nouvelle phase, j'ai constaté la marginalisation croissante d'Harry. Ses choix personnels de ces dernières années, aussi compréhensibles soient-ils d'un point de vue humain, entraient en conflit direct avec la logique de la monarchie moderne de William. Il ne s'agissait plus pour les membres de la famille de choisir leur propre voie, mais d'éléments qui renforçaient ou menaçaient le récit institutionnel. Tout tournait autour de la prévisibilité de l'unité et de la nécessité d'éviter les drames susceptibles de fragiliser la stabilité de la couronne. Et Harry, avec toutes ses apparitions publiques, ses interviews et ses révélations personnelles, ne correspondait plus à ce modèle. J'ai constaté que la famille royale qui formait autrefois un rempart protecteur entre Harry et la dure réalité institutionnelle semblait désormais de moins en moins disposée à lui laisser de l'espace. Leur patience, jadis nourrie par la douceur de Charles, s'était largement épuisée. J'ai été frappé de voir à quel point les initiés parlaient souvent de l'avenir de la monarchie et non des sentiments de ses membres. C'était comme si chacun s'était résigné à l'idée que la complexité émotionnelle devait être subordonnée à la structure. Dans ce contexte, le retour de Harry au Royaume-Uni prenait une tournure amère, il ne rentrait pas chez lui. Il intégrait un système qu'il avait déjà catalogué comme un risque. Ce qui rend ce changement de pouvoir si fascinant à mes yeux, c'est sa subtilité et son inévitabilité. Dans presque toutes les monarchies de la Norvège au Japon, l'héritier présomptif finit tôt ou tard par exercer une influence supérieure à celle du monarque régnant. Mais dans ce cas précis, cette transition a été accélérée par des problèmes de santé, la pression publique et une série de conflits internes qui ont mis le palais à rude épreuve. William n'a pas seulement comblé ce vide. Il en a fait une plateforme pour mettre en œuvre une vision qu'il jugeait essentielle. Et c'est précisément ce qui a rendu la position de Harry d'autant plus précaire.
Mon sentiment personnel face à cette situation mêle compréhension et malaise. Compréhension car une institution qui a traversé les siècles ne l'a jamais fait en suivant ses impulsions. Malaise car je constate que la dimension humaine de cette histoire, la douleur des frères séparés, la complexité de la loyauté et de l'identité, est entièrement subordonnée à la stratégie. La dure réalité est que William souhaite bâtir une monarchie qui ne laisse aucune place au chaos ni à la vulnérabilité, et que Harry, malgré son profond attachement à l'histoire, devient de plus en plus une anomalie au sein de ce système. Je me demande souvent ce qui se serait passé si Charles était resté en bonne santé, s'il avait pu poursuivre son approche douce pendant des années. Harry aurait-il encore ressenti le besoin de réagir, de revenir, de trouver des moyens de maintenir son rôle? Ou aurait-il eu plus de temps pour tracer sa propre voie sans la pression d'un système en pleine restructuration? Mais la réalité est tout autre. La maladie de Charles a rendu l'avenir incertain. La distance prise par Harry a fragilisé la situation. Et le sens stratégique de William a rendu les conséquences inévitables. Tandis que je continue d'observer l'évolution de la situation, je m'interroge sur la place restante dans la réconciliation lorsque la logique d'une institution se heurte à la vérité émotionnelle d'une famille. Combien de temps une monarchie peut-elle rester retranchée derrière des protocoles avant que le coût humain ne devienne évident ? Et un frère devenu symbole de stabilité peut-il jamais laisser de la place à celui qui symbolise la déviation ? Ce qui m'a le plus frappé à ce stade du conflit, ce n'était ni la déclaration officielle de Buckingham Palace, ni la réaction tapageuse des médias. C'était le silence. Un silence si soigneusement orchestré qu'il en disait plus que n'importe quel communiqué. En suivant les messages du palais et en comparant les anciennes habitudes aux nouvelles stratégies, il m'est apparu clairement que ce silence n'était pas une simple réticence. C'était un message, un outil, un message définissant les limites que Harry a parfaitement compris peut-être même avant le reste du monde, car dans le monde de la monarchie, le silence n'est jamais neutre. Il est chargé de sens de pouvoir et d'intention. Cette prise de conscience m'a frappé lorsque j'ai appris que selon plusieurs sources, Harry avait tenté de prendre contact avant même son retour. Un simple message, une demande de conversation, un geste purement humain. Le fait que cette demande soit restée sans réponse m'a semblé révéler l'essence même du nouveau tempérament royal. Là où la politesse diplomatique menait autrefois à des refus polis, le palais optait désormais pour une tactique bien plus brutale, l'absence totale. Ni accusé de réception, ni refus, le silence radio. Mon interprétation était claire. Celui qui ne reçoit pas de réponse est relégué à une position d'exclusion. Et cette position, c'est celle d'être mis à l'écart. J'ai remarqué que le palais utilisait un outil séculaire mais qui a pris une nouvelle signification à l'époque moderne. Car dans un monde où toute communication peut être instantanément rendue publique, le silence est souvent la forme d'expression la plus maîtrisée. Aucune phrase ne peut fuiter, être déformée ou instrumentalisée politiquement. Le silence ne laisse rien à analyser. Et pourtant, il contient tout. J'ai eu le sentiment que la vision stratégique de Guillaume se révélait ici pour la première fois dans sa forme la plus pure, une monarchie se protégeant, en minimisant, en restreignant et en sélectionnant l'accès au cœur du pouvoir. Le scénario original décrivait le retour de Harry comme une course défensive, un mouvement né de la prise de conscience que les portes de l'institution se fermaient peu à peu. En repensant à cette image, j'ai réalisé à quel point cette observation était parfaitement reflétée par le silence qui l'entourait. La cour jadis chaleureuse et ouverte envers Charles et ses fils s'était muée en ce que je ne pouvais décrire autrement que comme un rempart administratif. Tout était régi par le protocole, rien par l'émotion. Même ceux qui étaient censés maintenir le contact humain succombaient désormais à la stratégie de la distance et de la neutralité. Ce qui m'a particulièrement frappé, c'est que ce silence n'avait rien de nouveau. Il puisait ses racines dans les derniers mois du règne de la reine Élisabeth II. Plusieurs sources fiables ont rapporté comment la reine avait exprimé ses inquiétudes quant à l'usage que certains membres de la famille faisaient de leurs titres à des fins commerciales. Ces avertissements formulés avec douceur étaient néanmoins empreints de fermeté. Ils n'ont jamais été rendus publics, mais leur influence est restée palpable au sein des institutions qu'elle a laissées en place. En relisant ce schéma historique, j'ai soudain compris que le silence dont bénéficie désormais Harry n'était pas une réaction spontanée, mais le fruit d'années de prudence institutionnelle. Et pourtant, je reste fasciné par la façon dont le silence au sein d'une famille, même royale, peut tracer une ligne si nette. Un silence stratégique est différent d'un silence né de la souffrance. Dans ce cas précis, les deux semblaient s'entremêler. Le palais gardait le silence par souci de contrôle, mais aussi parce que toute parole prononcée aurait révélé trop d'émotions, de conflits ou de complexité. C'est précisément là, à mes yeux, le paradoxe dans lequel la monarchie s'est enfermée, le désir de paraître moderne et maîtresse de la situation, alors que les failles humaines sous-jacentes deviennent de plus en plus difficiles à dissimuler.
Quand je réfléchis à la place d'Harry dans tout cela, je comprends à quel point le silence peut être destructeur lorsqu'il est utilisé de manière stratégique. Non seulement il lui refusait des réponses, mais il le dépouillait aussi de tout repère. Comment réagir face à une situation où tous les signaux sont étouffés? Son retour à Londres devint alors une quête de sens. Non pas une quête de pardon, non pas une quête de guérison, mais une quête de clarté. La quête d'un lieu où il pourrait voir s'il comptait encore ou s'il était simplement toléré. Et c'est précisément dans cette quête que la dureté du nouveau pouvoir se révéla. Physiquement, il était admis, mais émotionnellement, il restait prisonnier de ses certitudes. Je me demande souvent quel poids cela représente lorsqu'une institution si intimement liée à votre identité vous traite soudainement comme une force extérieure. Que ressent-on lorsque ceux qui vous faisaient confiance sont désormais principalement préoccupés par les conséquences que vous pourriez avoir? Le palais semblait ne rien laisser au hasard. Et ce silence, cette absence totale de dialogue, agissait comme un levier de pouvoir, signifiant clairement que chaque action était désormais scrutée. Non par des déclarations, mais par leur absence. En observant cette dynamique, j'ai été frappé par la fréquence à laquelle le silence sert à modifier les rapports de force sans que personne ne le dise explicitement, que ce soit dans les relations interpersonnelles, en politique, en diplomatie et bien sûr au sein des monarchies. Mais dans ce cas précis, on avait presque l'impression d'une réinitialisation culturelle, un nouveau palais, une nouvelle logique, une nouvelle hiérarchie. Et au sein de cette hiérarchie, il est devenu évident qui avait encore sa place et qui ne pouvait que frapper à la porte sans obtenir de réponse. Cela m'amène à une question qui me hante: combien de temps peut-on lutter contre un silence plus fort que les mots? Et comment franchir des murs silencieux qui pourtant vous bloquent de toutes parts? Quand je repense à l'évolution de ce conflit, un élément me frappe constamment: la façon dont la perception de Meghan a évolué, passant de la curiosité à l'inquiétude. Ce qui au départ semblait apporter un vent de fraîcheur à la monarchie s'est peu à peu transformé en une source de tension à plusieurs niveaux, culturel, politique, institutionnel et personnel. Tandis que Harry se débattait avec sa place au sein d'un système de plus en plus rigide, Meghan de son côté est devenue une figure inclassable pour le palais. Une créatrice de marque indépendante à l'influence mondiale, mais aussi une personne qui, consciemment ou non, a repoussé les limites de ce qu'un titre royal pouvait et devait signifier. Il m'était impossible d'ignorer comment les courtes vidéos Instagram montrant Meghan souriante, maquillée, soigneusement éclairée et sans aucune étiquette visible étaient interprétées dans les cercles du palais comme bien plus que de simples contenus lifestyle. Alors que des millions de personnes considéraient ce type de vidéo comme anodin, la monarchie y voyait un message, celui que Meghan construisait une entreprise personnelle intégrant subtilement mais efficacement son titre, son histoire et son image. Pas explicitement mais de manière tangible. Et c'était précisément ce domaine que la reine Elisabeth, selon des sources fiables, souhaitait protéger depuis des années. Son avertissement « Le titre est au service des autres, non nos commerces » a trouvé un écho particulier en moi face à ces récents développements. Ce qui m'a frappé, c'est la forte résonance avec le scénario original, la référence au sondage YouGov, selon lequel près de la moitié de la population britannique estimait que Meghan représentait un risque plus grand pour la monarchie que des personnalités impliquées dans des controverses politiques et personnelles bien plus graves comme le prince Andrew. Ces chiffres ne reflétaient pas qu'une simple opinion, ils constituaient un véritable baromètre institutionnel. Et en les confrontant à la position stratégique de William, une tendance s'est imposée à moi. À ses yeux, cette opinion publique n'était pas simplement l'expression d'un mécontentement, mais la confirmation que sa vision, une monarchie fondée sur la fiabilité, l'uniformité et la discipline, était la seule voie vers la stabilité. Ce qui me fascine, c'est le peu de gens qui semblent comprendre qu'au sein des monarchies, la perception est presque aussi importante que le pouvoir lui-même. Lorsqu'une part significative de la population estime qu'une personne sape la crédibilité de la couronne, cela modifie automatiquement la façon dont les décisions internes sont prises. Face à de tels signaux, le palais ne s'intéresse plus aux intentions mais aux conséquences. Et Meghan, avec ses projets ambitieux et son importante présence médiatique, a introduit une variable difficile à gérer. J'ai constaté à quel point son univers, fondé sur le glamour, l'émancipation et une approche moderne de la narration, était en contradiction avec une institution qui prospère grâce à la tradition, la prévisibilité et l'aversion au risque. Cela m'est apparu encore plus clairement lorsque j'ai observé comment Meghan parvenait à dissimuler ses échecs derrière des récits de transformation. Projets décevants, contrats soudainement non renouvelés, podcasts n'ayant pas eu d'impact culturel significatif, au lieu de perdre leur élan, elle les transformait systématiquement en histoires de croissance ou d'évolution. J'admire cette capacité sur le plan humain, mais sur le plan institutionnel, c'était un signal d'alarme. Car un récit suffisamment flexible pour réinterpréter chaque résultat est un récit incontrôlable. Et c'est précisément ce que la monarchie, surtout en période de restructuration interne, craint le plus. Ce qui m'inquiète particulièrement, c'est la conscience qu'avait Meghan de cette tension.
Avait-elle réellement l'intention de se construire une image de marque personnelle parallèle à celle de la famille royale sans pour autant en dépendre ? Ou bien était-ce une démarche spontanée intuitive née d'une curiosité créative et d'un désir de s'affranchir des contraintes d'une institution séculaire ? La réponse reste floue pour moi car les deux interprétations semblent plausibles. Mais au sein du palais où l'intention prime sur l'impact, cette distinction n'a jamais vraiment eu d'importance. De toute façon, l'alarme institutionnelle avait déjà été tirée. Les discussions qui se sont tenues à Buckingham Palace en 2025, stratégiques juridiques et de communication, ont clairement révélé qu'il ne s'agissait plus d'une série d'incidents isolés, mais d'une tendance. Une tendance qui menaçait de se heurter à la vision de William d'une monarchie moderne aux paramètres strictement définis. Dans ce contexte, Meghan n'était pas perçue comme une personne construisant une carrière artistique, mais comme quelqu'un qui consciemment ou inconsciemment troquait la valeur symbolique de la couronne contre une plus grande visibilité et des opportunités économiques. Ce qui complique encore la situation, c'est que l'image de marque grandissante de Meghan était directement liée à la position de Harry. Plus son influence grandissait, plus le départ de Harry de la monarchie était perçu comme un choix délibéré, un projet d'indépendance partagée. Mais dans le même temps, cette perception compromettait ses chances de retour. Après tout, comment peut-on réintégrer un système qui considère son partenaire comme une menace structurelle ? Ce paradoxe m'est apparu de plus en plus clairement au fil des événements. La loyauté de Harry envers Meghan exacerbait précisément les inquiétudes qui rendaient son retour impossible. Et puis il y avait un autre élément qui m'a profondément marqué, la façon dont les ambitions humaines et la logique institutionnelle s'entrecroisent sans que l'une ne semble disposée à faire de la place à l'autre. Meghan, semblait-il, ne désirait rien de plus que la liberté de se redéfinir. Mais la monarchie voyait dans cette liberté une menace pour ses fondements mêmes. Son épanouissement était leur risque, son style, leur vulnérabilité. Son indépendance était perçue comme une rupture avec tout ce que le titre avait toujours représenté. Depuis, la question qui me hante est la suivante: comment un individu peut-il triompher d'une institution qui exerce ce contrôle depuis des siècles ? Et que se passe-t-il lorsque le récit que l'on se construit engendre des conflits qui dépassent le cadre des intentions personnelles ? Jusqu'où une personne peut-elle aller dans la construction de sa propre identité avant qu'une institution comme la monarchie ne dise « jusqu'ici » et pas plus loin ? Ce qui m'est apparu de plus en plus clairement ces dernières années, c'est que les réformes au sein des monarchies ne se font jamais en grande pompe, ni par des déclarations publiques. Elles se déroulent discrètement. Elles débutent dans des couloirs jamais filmés, lors de réunions dont les comptes rendus ne sont jamais rendus publics, dans le changement subtil d'attitude des conseillers. En suivant l'évolution de la situation, j'ai constaté que ce silence était de plus en plus présent dans la manière dont la monarchie britannique se réorientait. J'avais le sentiment que la structure même de la dynastie avait changé bien avant que le monde extérieur ne s'en aperçoive. Les événements décrits dans le scénario original, la consolidation discrète du pouvoir autour du prince William, la confiance croissante accordée à son jugement, la précision chirurgicale avec laquelle il a mené la monarchie vers une organisation moderne et rationalisée, ont mis en lumière cette transformation. Ce qui me frappe le plus, c'est la façon dont l'approche de William suscite en moi des émotions contradictoires. D'un côté, j'admire sa clarté stratégique et sa volonté d'adapter une institution séculaire aux exigences d'un monde qui ne tolère ni l'inertie ni l'incohérence. De l'autre, je constate que sa vision engendre inévitablement des tensions non seulement pour Harry, mais pour tous ceux qui perçoivent encore la monarchie comme une famille humaine, plutôt que comme une organisation contrôlée. En analysant son ascension discrète, j'ai vu comment son style, pragmatique, méthodique, parfois impitoyable, correspondait précisément à ce que les initiés estimaient nécessaire au palais pour rétablir la confiance institutionnelle. Mais j'ai aussi constaté comment ce même style annihilait presque totalement toute nuance émotionnelle. Le scénario original révélait comment ce processus avait débuté, alors même que Charles était encore pleinement en fonction des réunions présidées par William, des notes diplomatiques qui lui étaient adressées plutôt qu'au roi, et les fonctionnaires de la cour se tournant instinctivement vers l'héritier présomptif pour prendre des décisions. Cette image m'est restée non pas une passation de pouvoir instantanée, mais une série de micro-mouvements qui ensemble ont dessiné les contours d'une nouvelle hiérarchie. La maladie de Charles a accéléré ce processus, mais n'en était pas la cause. La monarchie avait déjà choisi William bien avant que le public ne s'en rende compte. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la fluidité de cette transition. Comme si chacun comprenait que l'avenir de l'institution primait sur les sentiments personnels, aussi tragiques soient-ils. Ce changement a créé un vide inédit pour Harry. Non seulement il l'a marginalisé davantage, mais la règle établie de longue date, selon laquelle les liens familiaux offraient toujours une certaine protection, semblait avoir complètement disparu. Dans la nouvelle logique du palais, Harry n'était plus un descendant ayant droit à la nuance, mais une variable à gérer. Un risque.
un élément susceptible de brouiller les cartes institutionnelles. C'est ce changement qui m'a le plus perturbé car il s'est manifesté non par des paroles dures, mais par des structures invisibles qui avaient accès à quelles informations qui étaient incluses dans quelles conversations qui comptaient encore dans les projets d'avenir. Ce qui rend la situation encore plus complexe, c'est que Harry, malgré tous ses efforts, n'avait aucun contrepoids pour rétablir son autorité. La mort de la reine Élisabeth a fait disparaître le dernier rempart qui maintenait la famille royale unie. Son talent pour apaiser les tensions sans perturber l'ordre institutionnel est une qualité que nul autre après elle ne semble avoir su égaler. Et c'est précisément ce vide qui a permis à William de façonner la monarchie selon sa propre vision. Non par dépit comme certains le suggèrent, mais par une intuition structurelle. À ses yeux, la monarchie doit se simplifier, gagner en efficacité et mieux répondre aux attentes modernes. Et dans ce processus, il n'y a pas de place pour les individus susceptibles de rendre l'institution imprévisible, même lorsqu'il s'agit de membres de la famille. Je me demande sans cesse comment un système fondé sur la tradition, la stabilité et la familiarité peut se transformer si radicalement sans susciter de tollé général. La réponse me paraît simple, les changements sont mis en œuvre avec une telle subtilité que personne ne les remarque avant qu'ils ne soient pleinement accomplis. Tandis que l'attention du public se focalisait sur les scandales, les documentaires, les mémoires et les apparitions médiatiques, la véritable histoire se déroulait en coulisses. Les équipes de conseillers étaient remaniées, les stratégies de communication étaient affinées, les questions de titres étaient préparées juridiquement, et William est progressivement devenu la pièce maîtresse de tout cela. C'est cette ironie qui continue de me fasciner et la transformation la plus spectaculaire de la monarchie s'est produite sans drame, sans gros titres, sans confrontation publique. Ce silence, cependant, révèle aussi la tragédie de la situation d'Harry. Comment un individu peut-il continuer à revendiquer une place dans un système qui se remodèle sur la base de principes auxquels il n'adhère plus ? Sa loyauté va à sa famille. Son identité est en partie liée à la monarchie et son avenir se situe quelque part entre ces deux mondes. Mais la monarchie de William ne tolère aucune ambiguïté. À une époque de tensions géopolitiques, de polarisation des médias et de fragilité institutionnelle, il souhaite une organisation qui ne flanche pas face à chaque crise. Et Harry, de ce point de vue, est l'une de ces crises. Le rôle de Meghan dans cette affaire aussi controversée ou admirée soit-il à renforcer la conviction que la monarchie doit se protéger des influences extérieures. Le fait qu'elle ait bâti son propre empire commercial aussi légitime et prospère soit-il a rendu tangible la crainte au sein du palais si les titres restent visiblement liés à des projets commerciaux, leur signification se modifiera dans l'imaginaire collectif. Et c'est précisément ce type d'érosion symbolique que William veut éviter à tout prix. Ce qui me frappe le plus, c'est le caractère irréversible de cette transformation. Une dynastie qui prospérait autrefois grâce à la tradition et à la continuité des liens affectifs se tourne désormais vers un modèle quasi corporatif. Les rôles sont redistribués, les influences limitées, les risques éliminés. Et dans ce processus, l'accent n'est plus mis sur l'histoire personnelle, mais sur la praticité institutionnelle. La question qui continue de me hanter est simple et humaine. Quelle place reste-t-il pour la réconciliation lorsqu'une famille se réinvente en un système où l'émotion est subordonnée à la stratégie ? Plus j'y regarde de près, plus il me paraît évident que l'histoire d'Harry et Meghan n'est plus une saga personnelle. Elle est devenue un miroir où la monarchie tout entière resterait contrainte de reconnaître ses propres vulnérabilités, ses peurs et ses ambitions. Ce qui avait commencé comme une histoire d'amour qui a conquis le monde est désormais devenu un dilemme stratégique et institutionnel dont les conséquences dépassent largement le cadre des liens familiaux. En étudiant les récents rapports sur la menace qui pèse sur le titre, les discussions internes au palais et le durcissement des structures de pouvoir, je vois l'ombre des Sussex planer sur tout. Elle révèle une histoire de contrôle, de manipulation narrative et de bataille pour l'imaginaire collectif. Mais elle expose aussi la fragilité des institutions même séculaires lorsque les éléments symboliques qui les définissent sont sujets à l'érosion. Ce qui me frappe le plus, c'est la façon dont Harry, à ce stade de sa vie, semble osciller entre deux mondes qui s'opposent sans cesse. D'un côté, sa famille, sa quête de liberté, son désir de ne plus être défini par des protocoles qu'il n'a pas choisis. De l'autre, la réalité institutionnelle qui le retient inexorablement, presque mathématiquement, comme si la monarchie l'empêchait de s'en détacher complètement. Dans le scénario original, cette dualité était magnifiquement illustrée par la peur de perdre ses titres, non pas comme de simples accessoires, mais comme des structures qui ont façonné toute son identité. Quand j'imagine ce que cela représente pour Harry, de savoir que des mots qui l'ont accompagné toute sa vie, Duc Prince Son Altesse Royale, peuvent disparaître d'un simple coup de baguette magique, je comprends soudain beaucoup mieux son retour précipité. Mais en même temps, je comprends que ce retour ait été inévitablement perçu comme une manœuvre défensive.
Non par amour, non par remords, mais par nécessité. Au sein du palais qui fonctionnait désormais selon la logique implacable de William, son apparition soudaine fut interprétée davantage comme une réaction à une menace que comme une tentative de renouer le contact. Et c'est là, à mon avis, que réside la plus grande tragédie de toute cette histoire. Chaque geste de Harry est interprété par deux systèmes différents, chacun ne comprenant plus le langage de l'autre. Son réflexe humain devient un signal stratégique. Ses tentatives de rapprochement sont interprétées comme du calcul. Son silence est perçu comme une absence, ses paroles comme une attaque. Il bouge et le palais réagit comme s'il était en pleine tempête. Cette tension a exacerbé la fragilité de l'empire que Harry et Meghan ont bâti hors du palais. Car malgré le succès apparent de leur projet, je sentais que la réalité devenait de plus en plus complexe. Le scénario initial l'avait déjà anticipé des contrats qui se raréfinent, des projets qui ont moins d'impact qu'espéré, des mouvements médiatiques qui s'essoufflent. Et j'ai constaté comment tout cela combiné à la menace de voir leur titre disparaître un jour faisait peser un fardeau quasi existentiel sur leur image publique. Quelle valeur reste-t-il à une marque lorsque ses racines symboliques sont coupées? Quelle stabilité subsiste lorsque le cadre institutionnel s'effondre complètement? Ces questions me hantent car je vois à quel point les insécurités d'Harry sont intimement liées aux ambitions de Meghan. Sa capacité à se réinventer, son sens inné du marketing, son talent pour la narration visuelle. Tout cela est inspirant mais crée aussi de nouvelles attentes. Des attentes qu'Harry semble parfois porter comme un fardeau. Là où Meghan semble capable de transformer ses échecs en opportunités, Harry semble mesurer chaque nouvelle étape à l'aune de la perte de sa famille, perte de son rôle, perte de sécurité. Et c'est précisément là que se creuse un fossé émotionnel que je ne peux ignorer, quelle que soit la force avec laquelle leur histoire commune est présentée. En observant cette dynamique, je comprends de mieux en mieux pourquoi la monarchie, ou plus précisément la version de William, est si attachée à la retenue, au contrôle et à la clarté du récit. Harry et Meghan représentent un défi non seulement symbolique, mais aussi structurel. Leur influence, leur rayonnement, leur capacité à faire évoluer le discours public ont créé une situation où la monarchie n'est plus la seule gardienne de son propre récit. Et c'est quelque chose qu'aucune institution traditionnelle aussi adaptable soit-elle ne pourra jamais pleinement tolérer. Malgré cette dureté institutionnelle, je perçois aussi l'humanité de la situation. Le combat d'Harry n'est pas seulement un enjeu politique, mais une crise personnelle. Le scénario original décrivait comment sa liberté en Californie, censée être l'objectif ultime de sa rébellion, lui semblait de plus en plus une cage dorée. Et je le comprends, car une liberté sans racines, sans continuité, peut donner l'impression de flotter en pleine mer. Elle offre de l'espace, mais aussi de l'incertitude. Elle procure de l'air, mais aucune direction. C'est pourquoi cette phase me semble un tournant inévitable. La monarchie a tracé sa voie, William a renforcé son cadre, Meghan a tracé la sienne et Harry se trouve à la croisée des chemins contraints de se redéfinir. Non pas en tant que prince, non pas en tant que rebelle, non pas en tant qu'image de marque, mais en tant qu'individu qui doit déterminer s'il peut encore concilier son passé et son avenir. Une question demeure cependant plus que tout autre: que reste-t-il d'une identité ? Lorsque l'institution qui nous a façonnés et la vie que nous avons choisie exercent simultanément une pression sur nous, peut-on être véritablement libre quand chaque choix laisse un écho entendu par des millions de personnes ? Et plus important encore, peut-être combien de temps une institution comme la monarchie peut-elle survivre lorsque les histoires humaines qu'elle a créées commencent à l'emporter sur les symboles qu'elle cherche à protéger ?